Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca, la référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. La compagnie électrique Lyon vend 50 autobus électriques au CN. Le circuit électrique veut vos photos. Une nouvelle étude confirme l'effet bénéfique des véhicules électriques sur le climat. General Motors s'associe à Nikola pour produire des camionnettes électriques et à hydrogène. Chronique, il n'y a pas juste des voitures, on parle de la compagnie canadienne de bateaux électriques de Boisbriand. Rouler vert avec Stéphane Levert, on parle de trottinettes électriques. En grande entrevue aujourd'hui, la Tesla Model Y. On parle aussi des événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans le 86e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, bienvenue à ce nouveau Silence on roule, une émission sous le thème de la Tesla Model Y aujourd'hui. Donc, on a des invités en studio qui vont nous parler de ce magnifique modèle de Tesla, modèle qui est sorti, là, commence à être livré cet été. On commence à en voir sur les routes, ça fait beaucoup jaser. Plusieurs l'attendaient, étaient intéressés par la Model 3, puis se disaient, le look un peu plus gros de la Y pourrait mieux répondre à mes besoins. Donc, on va en parler en long et en large aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cependant, je veux vous parler des dernières statistiques de l'AVEQ. Vous savez que l'Association des véhicules électriques du Québec achète là, des données de la Société de l'assurance automobile du Québec, desquelles elle sort des statistiques sur les voitures électriques, le portrait du Québec. On a nos statisticiens là, en herbe, qu'on invite souvent à l'émission Silence on roule. D'ailleurs, on les avait déjà entendus, Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent, qui sont aidés également de Simon-Pierre Rioux, le président de l'AVEQ. Du gros travail là-dedans là, parce que c'est beaucoup de chiffres, mais encore faut-il les faire parler. On les a pas en studio cette semaine, mais je vais quand même vous faire un résumé des statistiques. Donc, je vous rappelle que c'est les chiffres pour le deuxième trimestre, donc fin juin 2020. Un total de plus de 76 500 véhicules électriques qui circulent sur les routes du Québec. On a les modèles les plus populaires qui sont la Chevrolet Volt, la Nissan Leaf et en troisième place, la Tesla Model 3. On a aussi une répartition véhicule tout électrique versus hybride branchable qui est assez similaire, donc 54% de tout électrique contre le 46% d'hybride branchable. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ces statistiques-là? Bien, entre autres, que le Québec a progressé de 10,3%. C'est un ajout net de 7 171 véhicules électriques en 3 mois versus 8 653 en 2019. Il s'agit donc d'une amélioration du rythme de croissance par rapport aux 2 derniers trimestres précédents, mais ça correspond tout de même à la moitié du rythme de l'an dernier. Évidemment, il y a la COVID cette année qui est venue faire très mal aux chiffres. Dans l'absolu, ça signifie qu'il y a 23 648 véhicules électriques de plus sur les routes du Québec en un an. Quand même très intéressant. On apprend aussi qu'il y a une moyenne de 2390 VE supplémentaires par mois, soit 80 véhicules électriques par jour de plus au Québec. Le rythme de croissance du second trimestre nous permet de commencer à douter de l'atteinte des objectifs de 100 000 véhicules pour la fin de 2020, même si on pourrait évidemment encore y arriver. Ça requiert toutefois une augmentation d'environ 23 500 véhicules électriques pour les 6 prochains mois, soit la même quantité de véhicules qui se sont ajoutés durant les 12 derniers mois. On doit donc atteindre en moyenne une progression de presque 3 920 véhicules supplémentaires par mois. Également, dans ces statistiques, on apprend que le palmarès des voitures électriques au Québec ne change pratiquement pas. Donc, aucun changement parmi les 14 premières places, à l'exception d'un échange entre la 8e et la 9e position. Là, c'est la Ford Fusion Energy et la Hyundai Ioniq électrique.
La Chevrolet Volt est encore au sommet pour peut-être un an encore si on regarde un peu comment ça se déplace avec un peu plus de 15 % de la flotte. Au moins, on constate que les voitures remisées pendant le confinement sont revenues sur les routes. La Nissan Leaf est en deuxième position et poursuit son chemin avec une progression inférieure au marché. Sa deuxième place est fragile. Et la Tesla Model 3 est le modèle qui arrive en troisième position. Il connaît la plus forte progression en absolu sur le trimestre avec un ajout de 980 voitures en 3 mois, soit près de 13 % de croissance. Il s'agit tout de même d'un ralentissement. La Chevrolet Bolt conforte sa cinquième position avec une progression de 568 enregistrements, soit près de 10 %. Chez Hyundai, Kona conserve la septième place, mais le Ioniq en version électrique retombe derrière la Ford Fusion électrique pour laquelle les remisages avaient généré un déclin temporaire. Finalement, quelques éléments soulignés dans nos statistiques. On a 2 nouveaux joueurs de renom pour le deuxième trimestre de 2020, soit la Porsche Taycan avec 14 véhicules et la Tesla Model Y, 82 véhicules. Je vous rappelle que c'est à la fin du mois de juin, évidemment, juillet, août, septembre, il s'en est vendu d'autres, là. Parmi les nouveautés du premier trimestre 2020, on est rendu à 46 Audi Q5 TFSI, 34 Mini Cooper SE, 7 Volvo V60, 7 Lincoln Aviator PHEV et 2 Volvo S60 PHEV. Ensuite, Chevrolet demeure la marque la plus populaire avec 25 % des véhicules électriques en première position depuis le début. Tesla conforte sa deuxième position avec presque 15 % des véhicules électriques du Québec et Nissan demeure troisième, mais Toyota s'approche. Hyundai occupe la cinquième place avec désormais 9 % de la flotte. Bon, maintenant qu'on a parlé de chiffres, on va maintenant pouvoir se diriger tranquillement mais sûrement vers les actualités et ensuite on va parler de la Tesla Model Y. L'actualité dans le monde des VE. La compagnie électrique Lion a annoncé la signature d'un protocole d'entente pour l'acquisition de 50 camions électriques à zéro émission par le CN pour le transport intermodal afin de les intégrer à son parc de camions, l'un des plus importants au Canada. Ils seront notamment utilisés dans les terminaux intermodaux du CN situés dans les milieux urbains dans le but de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Le CN a lancé un projet visant à mettre à l'essai des camions électriques conçus et construits sur mesure par la compagnie électrique Lion au Québec. Destinés au transport intermodal, ces camions zéro émission seront mis à l'essai dans de multiples contextes et environnements de travail à travers le réseau du CN. Il s'agit de la plus grande commande à ce jour pour la compagnie électrique Lion. Plusieurs parmi vous avaient été impressionnés par la nouvelle application du circuit électrique. Vous avez sans doute remarqué qu'une fois un site de borne sélectionné dans l'application, vous voyez dans le haut un bandeau en bleu monochrome qui, par défaut, affiche un pistolet branché dans une voiture. Ce bandeau peut également représenter une photo du site lorsque la photo est disponible. Le circuit électrique en a déjà plusieurs, mais il en manque et nous sollicitons aujourd'hui tous les membres de l'AVEC afin qu'ils puissent poster des photos de leur site favori et de les envoyer afin de personnaliser l'application du circuit électrique. La façon de faire est assez simple. Vous devez envoyer une photo à l'adresse courriel photo@avq.ca. Assurez-vous de bien identifier la photo avec le nom du site, idéalement le numéro de la borne afin que nous sachions de quelle borne il s'agit. Évidemment, prenez en compte le fait qu'idéalement, il n'y a personne dans la photo, il n'y a pas de véhicule, on ne voit pas de plaque de véhicule, la photo est libérée de tout droit. Elle doit être prise de pas trop proche de façon à ce qu'on voit l'environnement de la borne pour faciliter le repérage. Et vous envoyez votre photo et le circuit électrique se garde le droit d'utiliser la photo dans l'application. Qui sait? Vous vous retrouverez peut-être dans cette dernière. Le circuit électrique remettra des crédits de 10 $ sur 5 cartes de membres ayant envoyé des belles photos d'ici le 1er octobre 2020. Selon une nouvelle étude, les véhicules électriques ont significativement moins d'impact négatif sur le climat. Pour tous ceux qui sont passionnés par le secteur des voitures électriques, il est clair depuis plusieurs années que les voitures électriques sont excessivement plus propres et plus vertes que les voitures à essence ou au diesel. En fait, c'est l'une des principales raisons pour laquelle les premiers acheteurs de véhicules électriques ont fait l'acquisition de véhicules à pile dans les dernières années. Curieusement, cependant, depuis plusieurs années, plusieurs se forcent encore pour essayer de nous convaincre que les véhicules électriques sont en fait polluants. Ces affirmations proviennent généralement de deux sources.
Premièrement, des entreprises et les personnes qui sont financièrement menacées par les véhicules électriques, sachant bien que ces affirmations sont trompeuses, sinon massivement déformées. Deuxièmement, les personnes qui n'ont jamais pris le temps de comprendre et qui désiraient essentiellement refuter cette nouvelle réalité, incapables d'évaluer les dangers que court la planète en refusant d'adhérer à cette révolution. Cependant, une autre étude a révélé que les véhicules électriques sont beaucoup plus propres et plus verts que les véhicules à essence ou diesel. Les experts de Ricardo en transport durable appuyés par les spécialistes d'E4Tech et de l'Institut de recherche de l'énergie et de l'environnement de Heidelberg ont réalisé une évaluation innovante et complète du cycle de vie des véhicules électriques pour le compte de la Commission européenne. Notre évaluation montre que sur l'ensemble de leur cycle de vie dans l'Union européenne, les nouveaux véhicules électriques devraient avoir un impact nettement inférieur sur le climat par rapport aux véhicules à moteur à combustion conventionnelle, a commenté Nicolas Hill, chef de projet et de fil des technologies de transport de carburant et de l'équipe de transport durable de Ricardo. Si vous prenez le temps de lire attentivement plusieurs de ces études négatives, vous réaliserez que certains facteurs sont ignorés et que d'étranges hypothèses sont émises. Par exemple, plus souvent qu'autrement, la prémisse qu'une batterie de véhicule électrique sera détruite en fin de vie est souvent évoquée, alors qu'il est beaucoup plus probable que 90 à 95 % des matériaux des batteries de véhicules électriques seront éventuellement recyclés et réutilisés pour avoir une seconde vie. GM a fait un pas en avant la semaine dernière en proposant une alliance avec son rival Honda en Amérique du Nord. De plus, GM a annoncé qu'elle s'associait à un constructeur automobile en démarrage, la compagnie Nikola. Les deux entreprises ont annoncé mardi qu'elles travailleraient ensemble pour mettre sur le marché une camionnette électrique et à hydrogène, le Badger. Mais ce n'est pas tout. GM deviendra également le fournisseur exclusif de la technologie des piles à combustible pour les prochains semi-remorques de classe 7 et 8 de Nikola. Il s'agit évidemment d'une information importante et la PDG de GM, Mary Barra, a déclaré dans un communiqué que l'application de soutien technologique électrique de GM axée vers les véhicules utilitaires lourds est une autre étape importante dans la réalisation de la vision d'un avenir sans émissions. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Bonjour, mon nom est Philippe Corbeil et pour ma chronique cette semaine, je vous parle des bateaux de la Canadian Electric Boat Corporation ou si vous aimez mieux la version française, de la Compagnie canadienne de bateaux électriques. La Compagnie canadienne de bateaux électriques est une entreprise québécoise qui est installée en banlieue de Montréal à Boisbriand. Ils sont en affaires depuis 25 ans et ont vendu plus de 2000 bateaux à travers le monde. Au départ, il y avait seulement deux modèles, le Fantail et le Quiétude, qui sont encore produits aujourd'hui. Il s'agit de bateaux de promenade qui sont faits pour circuler à une vitesse de croisière de 8 km/h, soit 4 nœuds. Le Fantail fait 6,6 mètres de long, soit 21 pieds 7 pouces, et peut embarquer jusqu'à 10 passagers. Le Quiétude, lui, fait 4,5 mètres de long, soit 15 pieds 6 pouces, et permet d'embarquer 4 passagers. Le Fantail est propulsé par un moteur de 2 chevaux-vapeur et peut être équipé de batteries plomb-acide ou de batteries au lithium. Son prix de départ est de 39 000 $ canadiens. Le Quiétude, lui, est disponible seulement avec les batteries acide-plomb et son prix de départ est de 23 000 $ canadiens. En 2014, l'entreprise est rachetée par Alexandre Mongeau et Patrick Bobby et ces derniers veulent améliorer leur offre de bateaux électriques. Ils ont donc introduit de nouveaux modèles. Dans les nouveaux modèles offerts, il y a le Bruce 22 qui est un bateau de type canot automobile ou runabout en anglais. C'est un bateau au look rétro avec des insertions de bois. Tout comme les Quiétudes et Fantail, ce bateau a été dessiné par Ian Bruce, qui est bien connu pour son voilier laser qui a été un succès mondial. Le Bruce 22 est un bateau d'une longueur de 22 pieds qui se décline en version 5 passagers et 8 passagers. Bien qu'une version promenade limitée à une vitesse de 8 km/h comme les modèles Quiétude et Fantail est disponible, ce qui distingue le Bruce sont ses versions plus performantes qui se comparent à un bateau à essence régulier. C'est d'ailleurs un bateau avec lequel on peut faire du ski nautique et sa vitesse maximum est de 65 km/h, soit 35 nœuds, et on parle d'une vitesse de croisière de 32 km/h, soit 17 nœuds.
Le Bruce 22 est propulsé par un moteur inboard Pictronic de 100 kW, soit 134 chevaux-vapeur, et est muni d'un bloc de batterie de 75 kWh. Il est possible d'opter pour des blocs batterie plus gros en option qui peuvent porter la capacité à 104,4 kWh. Avoir un bateau électrique de qualité avec un design soigné a un prix et le Bruce 22 à moteur de 100 kW a un prix de détail qui débute à 280 000 $. Finalement, il y a le Volt 180 qui est un bateau de fibre de verre de 5,4 mètres, 17 pieds 9 pouces, qui a une capacité de 11 passagers. Le bateau se vend 35 000 $ canadiens auquel il faut ajouter le moteur et les batteries, et plusieurs options sont possibles. Avec les moteurs de base, votre vitesse maximum sera de 11 km/h, soit 6 nœuds, et avec l'option du moteur le plus puissant, vous aurez 48 km/h, soit 26 nœuds de vitesse de pointe, et une vitesse de croisière de 24 km/h, soit 13 nœuds. Le moteur le plus puissant est un moteur hors-bord Deep Blue de Torqeedo, qui produit 60 kW, soit 80 chevaux-vapeur. Au niveau du prix, le Volt 180 va vous coûter au moins 43 000 $ dans sa configuration la plus de base et 92 000 $ dans sa configuration avec un moteur de 80 chevaux. La compagnie travaille actuellement sur un nouveau modèle, le Phoenix, un bateau de 29 pieds d'une capacité de 10 passagers qui sera propulsé par deux moteurs Deep Blue de Torqeedo qui développent 80 chevaux chacun. Le prix annoncé pour les précommandes est de 220 000 $ américains. Ce bateau aura une vitesse maximale de 52 km/h, soit 28 nœuds. La compagnie fournit le marché canadien à partir de ses bureaux de Boisbriand et les délais de livraison des différents bateaux sont entre 45 et 90 jours. La compagnie canadienne de bateaux électriques produit tous ses bateaux localement ici au Québec. Par contre, les groupes motopropulseurs et les batteries sont fournis par différents manufacturiers, dont BMW qui fournit les mêmes modules de batterie que l'on retrouve dans les BMW i3 et i8. Voilà ce qui fait le tour des bateaux de la compagnie canadienne de bateaux électriques. C'était Philippe Corbeil et je vous dis à la prochaine. Vous faites attention à vos voitures, faites installer par de vrais professionnels un pare-pierre de qualité qui empêchera l'usure prématurée de votre véhicule. Impact Protection. Profitez-en pour y faire installer également des vitres teintées qui non seulement diminueront la chaleur et augmenteront votre confort, mais faciliteront également la climatisation tout en protégeant les cuirs et tissus dans le véhicule. Chez Impact Protection, nous offrons également le traitement nanocéramique qui lustre la voiture et facilite son entretien grâce à son fini hydrofuge. Chez Impact Protection, la qualité du service à la clientèle est non négociable. Aucune question ne restera sans réponse. Bien entendu, cela veut dire que vous récupérerez votre voiture pleinement chargée. Impact Protection, 33A Saint-Jude-Sud, Granby et bientôt une nouvelle succursale en Montérégie. 450-778-4270 ou sur Facebook Impact Protection. Chez Impact Protection, on protège votre investissement. Une voiture qui fait beaucoup jaser et pas juste dans les dernières semaines, ça fait, mon Dieu, plusieurs mois, presque des années qu'on en parle et qui est maintenant sortie, c'est la Tesla Model Y. C'est la nouvelle venue de l'été chez Tesla. On commence à en avoir sur les routes. Il n'y en a pas encore des tonnes, mais ça commence à arriver et on a la chance d'avoir aujourd'hui... on devait avoir 3 personnes, mais on en a 2. Peut-être que le 3e va se joindre en cours de route, mais on a Guillaume Dubé. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Martin. Et on a Jean-Philippe Claude. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, bonjour. Et pour ce qui est de Michel Brière, ben, il nous a laissé ses notes écrites, là, les specs des voitures. On pourra en parler. 2 propriétaires de Tesla Y. Alors, on va parler un peu de votre voiture, mais pour commencer, juste pour constituer un peu, Guillaume, c'est-tu ta première voiture électrique ou tu en as eu d'autres avant? J'ai une hybride branchable, une Volt 2017, qu'on a été propriétaire pendant 2 ans. OK. Puis tu as passé de la Volt à la Y. Exactement. C'est un bon step, c'est bon ça? Yes. Et toi, Jean-Philippe?
Moi, j'ai passé d'une Prius hybride à la Tesla, donc premier véhicule électrique pour moi. OK. Ah ben, c'est les deux, c'est un bon step. C'est votre première 100% électrique, là. Du moins, ben, la Volt est une 100% électrique, mais mettons avec un prolongateur d'autonomie. Mais c'est la première voiture qui a pas de gaz. Disons ça comme ça, qui n'a pas de gaz dedans. Ma première question est relativement simple, mais en même temps importante. Pourquoi avoir attendu la Y, Guillaume? Ben, dans le fond, les gens, ils me voient pas, mais à 6 pieds 3, 250 livres, là, c'est un des véhicules de chez Tesla dans lequel je suis le plus confortable. Évidemment, lors de la commande, je ne le savais pas, mais à la réception, là, j'ai constaté que la hauteur et la position assise, c'était vraiment parfait, contrairement au modèle 3 qui était trop petit pour moi, puis modèle X et S, plus ou moins adapté, encore une fois. OK, donc là, c'est vraiment une question de ta carrure dans le véhicule, ça prenait quelque chose qui avait un peu plus de... Oui, d'espace, le volume de l'habitacle. Ouais, okay. Vraiment. Puis toi, Jean-Philippe, c'est la même raison ou c'est autre chose? Non, je ne fais pas 6 pieds 3 de mon côté, un 5 pieds 10, mais 3 enfants. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la 3, de la S, c'était un petit peu trop petit pour moi. Donc, puis c'était juste un petit peu plus d'entrée de gamme au niveau de la Y versus la X. Fait que ça a été un choix pur et simple. Dernière voiture aussi, donc on s'attendait peut-être à avoir des petites les dernières technologies appliquées. OK, excellent. Évidemment, on le dit souvent, puis on va en parler ensemble là, tantôt de la qualité de cette comparaison-là, mais on dit souvent la Y est un peu à la 3 ce que la X était à la S. C'est-à-dire que dans la gamme de voitures, c'est un peu plus grosse physiquement, un peu plus de volume. Si on compare, puis je sais que vous n'avez pas de 3, mais vous l'avez essayé, ne serait-ce que pour savoir que ce n'était pas pour vous autres. Si vous comparez la 3 et la Y, là, outre le volume, on sait qu'il y a plus de volume, puis on va parler des spécifications tantôt plus en détail, mais qu'est-ce qui caractérise la Y par rapport à la 3? Quelqu'un qui hésite entre les deux, là, c'est quoi les grosses différences? Jean-Philippe, si tu avais à m'en parler. Écoute, j'ai un ami qui a la 3, puis on a fait un peu les essais ensemble. C'est sûr que ça a un look beaucoup plus SUV, là. Donc, évidemment, on est plus haut sur pattes. Les portières, c'est un peu plus gros. Donc, on a vraiment plus un look et un feel SUV. Au niveau de la performance, un petit peu moins performante, mais ça reste quand même hyper performant versus, par exemple, un véhicule à gaz. Fait que ça serait la première chose qui me viendrait en tête. C'est vraiment plus un look SUV, un feel SUV. On n'a pas besoin de se pencher quand on rentre dans la voiture. Ce genre de feeling-là, ça serait la première chose qui me viendrait. Puis évidemment, l'espace qui est beaucoup plus proéminent là, dans la Y. Et toi, de ton côté, Guillaume? Ouais, je vais ajouter la porte à haillons à l'arrière, contrairement à la valise sur la modèle 3, là, énorme différence. Puis les composantes, un peu là, les bas de caisse en plastique, pour ceux que sur la modèle 3, là, l'héritant des dangers de peinture, la fragilité. Là, deux belles petites améliorations, mais le haillon, contraire. OK. Très bon point. J'approuve. Et maintenant, si on la compare, la Y avec la X, parce que la X est aussi un véhicule qui est dans le même segment de véhicule, pourquoi la Y plutôt que la X? Vous allez me dire le prix, j'imagine. Oui, ben dans le fond, moi, je vais me prononcer le prix principalement. Les portes-papillons, ma blonde, elle aimait pas ça. Elle voulait rien savoir de l'effet des portes-papillons. Puis en fait, moi j'ai commandé un modèle Y Performance. Fait que si on voulait aller dans le modèle X, plus gâté, autant c'était inaccessible. Ouais. Juste pour rappeler aux auditeurs qui connaissent peut-être un peu moins la modèle X, les portes, c'est ce qu'on appelle des portes papillons. Donc, ça ouvre, là, la peinture est dans le haut, hein, du toit du véhicule plutôt que sur les côtés. Donc, les portes ouvrent comme un oiseau qui déploie ses ailes, dans le fond. Donc, quand les portes sont ouvertes, ça a l'air d'un oiseau en vol. Ça surprend un peu. Ça prend de la place aussi dans un stationnement. Là, donc, il faut avoir l'espace pour être capable d'ouvrir correctement les portes sans rien accrocher. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Donc, pour toi, c'était l'une des raisons. Toi, Jean-Philippe, pourquoi avoir attendu la Y et pas avoir pris la X? En fait, c'est une question de prix aussi. Puis pour être honnête, je suis un petit peu moins les modèles. J'avais un peu mon conseiller qui me parlait un peu aussi des technologies qui allaient peut-être un petit peu plus
à jour. Donc, ça aurait été un peu ça, la décision. C'est surtout une question de prix. Malheureusement, moi, je les aimais bien. Là. Moi, je les appelle les portes Back to the Future. Là. Ouais. Ou comme la fameuse DeLorean, là, pour ceux qui n'ont pas l'image. Moi, malheureusement, je les aimais bien, mais j'avais entendu dire qu'il y avait quand même quelques petits problèmes, ces portes-là, à une certaine fréquence. Donc, je dis, bon, ben écoute, on sacrifie, mais c'était quand même le fun d'avoir les portes automatiques. Hein, parce qu'avec la Y, les portes arrière ne sont pas automatiques. Là, qu'avec des enfants, ça peut être pratique de pouvoir ouvrir les portes automatiquement, ce qu'on n'a pas sur la Y. OK. Je peux rajouter, ceux qui ont vu les modèles 3 et le modèle Y, la simplicité de la console et de l'habitacle, contrairement à un modèle X qui est en plus un peu à l'ancienne, si on veut, avec plusieurs contrôles. Oui. Ça fait une belle différence aussi. Là-dessus, la Y est un peu comme la 3, c'est-à-dire que très épurée, un écran. Un seul unique contrôle qui fait tout est dedans. Deux petits boutons sur le volant. Là, c'est super, super agréable. Là. OK. On va parler un peu des déclinaisons du véhicule parce que, les gens veulent connaître un peu les performances, les caractéristiques, mais en même temps, il y a la performance. Tu me disais que c'est ça que toi, tu as acheté. Il y a la long range all-wheel drive. Donc, évidemment, tout dépendant du modèle qu'on prend, avec les caractéristiques qu'on prend, on n'aura pas les mêmes... les mêmes performances de véhicule n'ont pas non plus le même prix. Toi, en fait, si on regarde au niveau de Jean-Philippe, toi, est-ce que c'est la performance que tu as pris ou la long range? La long range dans mon cas. Parfait. Donc, on a un de chaque. La long range, donc, la différence entre la long range et la performance, la performance s'appelle performance. On se doute qu'elle a des meilleures performances. Ça doit coûter un peu plus cher aussi. La long range, c'est une voiture qui a des caractéristiques là, annoncées par Tesla d'une vitesse de 217 km/h. Évidemment, là, on espère que vous ne roulez pas ces vitesses-là sur l'autoroute. On doit espérer. Et c'est une voiture qui a une autonomie de 509 km EPA, si je ne me trompe pas. Dans le cas de la performance, c'est une voiture qui aurait une vitesse maximale de 250 km/h puis une autonomie de 468 km EPA, toujours selon Tesla. Donc, voilà un peu. Maintenant, on parle de quoi comme différence de prix? Quelqu'un qui hésite entre les deux, évidemment, la performance peut être intéressante parce qu'elle a des meilleures performances, mais ça coûte un peu plus cher, par un petit peu moins d'autonomie en contrepartie. Mais on parle de quoi comme différence de prix? En fait, c'est 14 000 là, donc 14 000 OK. Ouais. Donc, pour 14 000 on a une voiture qui a des performances époustouflantes, mais ça vient avec un prix. C'est ça l'affaire. Est-ce qu'il y a d'autres différences entre donc quelqu'un qui se paye ce luxe-là, outre le fait que quand il paye sur l'accélérateur, ça décolle plus? Est-ce qu'il y a d'autres différences? Est-ce qu'il y a plus de luxe ou de fonctionnalité ou c'est uniquement la performance moteur du véhicule? Comme on discutait, il y a les performances, puis je pense qu'il y a l'option des roues 21 pouces qui viennent avec la performance, peut-être pas avec la long range, mais là, je ne veux pas m'avancer. Oui, effectivement, sur le site de Tesla, là, les roues de la performance, c'est les roues plus grandes. Exact. OK. Chez Tesla, puis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là, qui réfléchissent à peut-être aller vers Tesla. Beaucoup de choses sont en option. Hein. C'est pas comme une voiture traditionnelle où tu as comme 2-3 déclinaisons du véhicule, là, puis tu prends le S, le SV, le SL ou le normal, l'optimum. Chez Tesla, tu as une foule de fonctionnalités que tu peux ou pas ajouter sur le véhicule. Est-ce que c'est comme ça aussi sur la Y, c'est-à-dire que tu peux lui ajouter plein de fonctionnalités en option? Oui, je vais m'avancer si on veut. On peut choisir les roues, les intérieurs, les cuirs blanc ou noir. On peut choisir, évidemment, les couleurs extérieures sont souvent associées à des différents coûts. Prix, oui. Différents prix. Après ça, évidemment, il y a les modèles Long Range Performance, puis Standard Plus ou quelque chose comme ça, équivalent, va sortir prochainement. On peut aussi ajouter Full Self-Driving, le pilote automatique. Selon moi, c'est pas mal ça, là, Jean-Philippe. Peut-être qu'on compléter, là. Non, je pense que c'est pas mal ça. Écoute, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant d'options que ça. Écoute, c'est ça, ça revient au modèle performance de base. Après ça, l'intérieur, comme tu as dit, Guillaume. Puis après ça, je pense que la grosse différence, c'est le full self-driving aussi, si on le prend ou non. Je ne sais pas pour toi, Guillaume, si tu l'avais pris, là, le full self-driving. Oui, moi, je l'ai pris. Puis à l'époque où ce qu'on a précommandé, il parlait peut-être de faire un 7 places. Là, oui. Ça, c'était aussi en option, mais là, c'est pas livrable actuellement. J'ai perdu le fil, je ne sais pas si c'est il encore... parlait de, je pense, en 2021. Là, avec des sièges qui seraient ajoutés à l'arrière. Dans l'espace rayon arrière. Okay. Honnêtement, ça ne sera pas des messieurs qui vont s'asseoir là.
Alors, on va y aller avec d'autres comparatifs que Michel nous a laissés. Entre la Y, cette fois-là, et la Tesla 3, là, ceux qui veulent voir un peu la différence entre les deux, ben, la Y, elle peut tirer 3500 livres. Hein, c'est déjà quelque chose d'intéressant pour ceux qui se la procurent là, dans le but de tirer quelque chose. Évidemment, c'est hatchback. Il y a 1919 litres d'espace de rangement. Le toit est panoramique, donc panoramique une pièce. Suspension un peu plus douce, une meilleure insonorisation, un intérieur qui est évidemment plus spacieux. On parle de la hauteur des sièges, de l'espace tête-toit qui est très grande, on en a parlé précédemment. La garde au sol qui est plus haute. La valise avant qui est un peu plus profonde. Modèle avec thermopompe. Ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant dont on parle qu'il y aura probablement une version de la Tesla 3 avec thermopompe, mais c'est pas encore livré, du moins pas ici. Donc, le système de son, haute fidélité, le pilote automatique qui est plus performant, possibilité de 7 passagers, comme on vient tout juste de dire. Évidemment, c'est un véhicule qui est probablement mieux adapté à quelqu'un qui a une plus grande famille. Une question qui brûle toutes les lèvres, puis c'était le cas avec la 3 aussi, avec les différentes déclinaisons de la 3, puis il y en a eu plusieurs, là, la medium range au début qui existait, la short range, la short range plus, la long range. Certains véhicules étaient éligibles à la ou aux subventions, d'autres ne l'étaient pas. Dans le cas de la Y, comment ça se passe? Est-ce que c'est un véhicule? Est-ce qu'on peut s'acheter un Y et avoir droit à une ou à 2 subventions ou pas du tout? Encore là, je vais répondre. Là, depuis la nouvelle mise à jour, le dernier ajustement des subventions, les plafonds sont trop bas pour les modèles Y livrables actuellement. Fait que ça soit de la long range ou la performance. Le prix est autour de 55 000, là, si je ne me trompe pas, pour le comme plafond, comme PDSF pour les véhicules. Fait que la SR Plus le serait peut-être, mais actuellement, les véhicules, les modèles Y que vous voyez sur les routes, là, ils n'ont pas été subventionnés. Ni au fédéral, ni au provincial. Donc, quelqu'un qui veut la commander maintenant, les déclinaisons qui existent ont un prix de détail suggéré par le fabricant au-delà du plafond pour les 2 subventions, provinciales et fédérales. Donc, exactement. C'est le plein prix. Jean-Philippe, tu n'as pas le droit à la subvention. Non, pas de subvention. Par contre, j'avais lu un commentaire d'un comptable, peut-être à vérifier pour les gens, là, si vous êtes travailleur autonome ou si vous qualifiez pour ça, le programme, on peut amortir un véhicule à 100% électrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette... effectivement. Voilà, donc ça peut toujours être applicable, mais non, pas de subvention du gouvernement pour la Y, effectivement. Malheureusement, les livraisons sont arrivées trop tard. Je pense que le plafond a changé le 31 mars. Donc, on va y aller un peu plus dans l'affectif maintenant. Jean-Philippe, je vais te poser une question. Toi, qu'est-ce que tu considères comme étant les features les plus tripantes, les plus intéressantes sur ce véhicule-là? Ben, tu sais, écoute, moi, c'est ma première Tesla. Fait que c'est sûr que ça va être redondant un peu avec la Model 3, mais avec le full self-driving aussi, écoute, j'adore ça. Surtout sur l'autoroute, là. Elle amène environ d'une sortie à l'autre pour l'instant. C'est là qu'on est rendu avec l'autopilote Tesla. Il ne le fait pas en ville. Donc, d'une sortie à l'autre d'autoroute, moi, j'adore conduire avec ça. Je trouve ça vraiment agréable. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'espace. Le toit panoramique pour les enfants. Surtout à l'arrière, en fait, le toit qui est tout vitré, on ne le voit pas vraiment quand on est conducteur, mais quand on est à l'arrière, ça donne une belle vue. Par contre, petit bémol, c'est un toit de vitre. Donc, quand il y a des enfants en arrière, il n'y a plus d'absorption du son. Donc, j'ai noté que depuis que j'ai changé de véhicule, quand les enfants crient en arrière, c'est comme s'ils me criaient dans l'oreille parce qu'il n'y a plus ce genre de tapis. Il n'y a pas du tapis dans le plafond, là, hein? C'est exactement. ça. Exactement. Fait que c'est pas isolé, donc le bruit va refléter beaucoup plus. Donc, pour l'instant, je vous dirais que c'est ça. C'est juste tout ce qui vient avec Tesla qui est absolument extraordinaire, en particulier le full self-driving. Guillaume, toi, les features, tu trouves le fun là-dessus? Je vais répondre. Le toit panoramique, c'est assez impressionnant comme morceau sur l'auto. Le haillon à distance là, avec qui rouvre automatique, contrairement au modèle 3. Rouvre et ferme automatique. Les contrôles à distance aussi pour partir de la climatisation, avancer l'auto, sortir l'auto du stationnement. Les petits gus un peu redondants qu'on peut parler. Puis le réseau de recharge. Moi, je suis allé dans le gabarit égal. Je suis allé chez Tesla pour le réseau de recharge. On est du monde qui font beaucoup de routes. Fait que ça va être la clé de leur succès, je crois, dans les prochaines années. Excellent. Maintenant, une autre petite question ou un petit débat que je veux faire avec vous.
on connaît un certain nombre de problématiques là, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux en lien avec la Tesla Model 3. Puis là, je ne fais pas le procès de la Model 3, là, c'est une excellente voiture, mais on entend souvent parler de problèmes de peinture, de bas de caisse, de problèmes de finition, d'assemblage, des joints qui coulent, des valises, quand il pleut, l'eau rentre dans les valises. Puis pour plusieurs, c'est un peu inquiétant. Je sais que Tesla l'a fait, peut-être pas pour la peinture, là, mais en tout cas pour le reste, ils font des ajustements. Ils semblent corriger le tir après coup quand on remarque ces problématiques-là. Mais ça reste que les gens disent, bien, pour une voiture de ce prix-là, il me semble que c'est un irritant majeur. Est-ce que les mêmes problèmes sont rencontrés avec les Y en totalité ou pas du tout ou partiellement? Qu'est-ce que ça donne, Jean-Philippe? Je te demande ton expérience. Toi, est-ce que tu as eu des problèmes de ce type-là? Pas vraiment. Tu sais, il y a des petits alignements de panneaux, mais on dirait qu'il y a comme, si je peux me permettre, il y a comme une boucle qui se crée. Là. Les gens commencent à dire, oh, là, il faut regarder les panneaux sont mal alignés. Donc là, tu commences à regarder les panneaux, puis là, tu commences à noter les petits défauts. Mais en réalité, si on regarde n'importe quelle voiture, il y a des petits mauvais alignements de panneaux. Tu sais, est-ce que c'est vraiment ça qui va être le turn-off pour moi? Pas vraiment. Il y avait un petit ajustement sur le port de recharge. Ça a été noté à la livraison. Ils vont envoyer les Rangers corriger le port de recharge. Oui, c'est pas parfait l'alignement, mais c'est qu'on en parle tellement, c'est qu'on porte une attention démesurée à l'alignement des panneaux, du moins de ce problème-là. Le reste, non, j'ai pas eu de problème. Peut-être quelques petits bugs software ici et là, mais pour le hardware, pour l'instant, moi, écoute, on touche du bois, j'ai aucun problème pour l'instant. Guillaume, toi? Ouais, je vois pareil comme Jean-Philippe. À la livraison, ça a été noté ce qui avait été corrigé. Comme je disais, il est rentré la semaine dernière, ça a été corrigé. Les bas de caisse sont en plastique, contrairement au modèle 3. Fait que ça va être beaucoup moins magané dans le temps. Il y a M. Bolduc qui travaille ardemment sur des garde-boue pour le modèle Y. Fait qu'on va aussi éviter ces problèmes-là prochainement. Puis sinon, non, sensiblement. Pas eu trop de problèmes à date, en tout cas. Non, c'est ça. J'ai eu une petite bad luck. J'ai une fenêtre qui a baissé dans le lave-auto. À décider qu'elle baissait tout ça? Ouais, comme si quelqu'un avait appuyé sur la manette. Fait que là, ils m'ont dit, aussitôt que ça se reproduisait, d'appeler Tesla puis de prendre un rendez-vous, ils vont essayer de trouver il est où le problème. Mais c'est assez cocasse et assez paniquant, je dirais. Est-ce qu'elle était bloquée, baissée, ou tu as pesé sur le piton, ça a remonté puis c'était fini là? Non, dans le fond, dans mon tableau de bord, ça m'a affiché portière arrière passager ouverte. Et la portière était évidemment pas ouverte, mais la fenêtre avait baissé comme pour prévoir l'ouverture de la porte. Okay. Fait que l'eau a rentré un petit peu, puis après ça, quand je suis sorti du lave-auto, j'ai refermé la porte, puis la fenêtre a remonté à sa place. Okay. Fait que ça, c'est un bug, là. C'est un vrai bug. Ouais. Ben, en fait, puis c'est ça qu'il faut comprendre avec ces voitures-là. On est vraiment dans l'ère de la voiture software. Là. C'est-à-dire que c'est vraiment comme un logiciel. Puis vous allez me dire que toutes les voitures, c'est comme ça, mais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que la voiture peut interagir avec un paquet de capteurs, des caméras. Donc, des fois, il y a des phénomènes qui sont associés à sa très grande polyvalence technologique, qui fait qu'on rencontre des problèmes qu'on ne pouvait pas rencontrer avant, puisqu'avant, on n'avait pas l'équipement puis le logiciel pour contrôler tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des problèmes quand tu as du full self-driving puis plein de caméras qui mesurent puis qui te font en sorte que tu arrêtes. S'il faut que tu arrêtes, ben c'est possible qu'elle détecte de quoi puis qu'elle applique les freins. Puis elle dit, mon auto a appliqué. Ouais, mais un auto qui n'a pas de caméra, c'est sûr qu'elle n'appliquera pas les freins, là, tu comprends? Fait que c'est des problèmes qui viennent puis qui vont se corriger avec les améliorations. Ça s'améliore logiciellement. Donc, Tesla régulièrement fait des mises à jour de logiciel et corrige ce genre de petits bugs-là. Donc, un problème comme celui-là qui peut paraître un problème mécanique est peut-être en réalité un problème logiciel qui va se corriger à distance super facilement. Donc, il ne faut pas non plus partir en peur puis penser que tu t'achètes une Tesla et tes fenêtres vont baisser automatiquement tout seul. C'est pas le cas. Messieurs, le temps file. Donc, comme dernière ou comme avant-dernière question, ça s'adresse à qui une Tesla Model Y? Là? C'est monsieur, madame, tout le monde qui veut s'acheter une voiture puis qui regarde un SUV. Est-ce que c'est la voiture pour lui? Est-ce qu'il faut être nécessairement attiré vers la technologie? Est-ce que quelqu'un qui regardait pour un véhicule plus traditionnel va être intéressé par ça? Est-ce qu'il y a une clientèle cible de la Tesla Model Y selon vous? Guillaume. Yes. Je pense qu'il faut que tu aimes la technologie. Si tu pars avec... si tu n'aimes pas la technologie à la base, là, où ton téléphone intelligent, il y a plein d'affaires dedans que tu ne trouves pas et qui te font chier, va pas vers un Tesla. Tu vas haïr ton char. Là, ça, c'est évident.
Sinon, je pense qu'il y a une petite famille, personnes qui ont besoin des petits VUS/VUS. C'est le véhicule de bon choix. Puis réseau de recharge, moi je pense encore que ceux qui font des très longues distances, le représentant, ceux qui ont de la famille éloignée, ça s'adresse à ces gens-là. OK. Toi, ta perception de ça, Jean-Philippe? Ben ouais, puis si je peux ajouter sur le réseau de recharge, on parle pour les gens qui sont moins familiers, là, une vingtaine de minutes. Là. On est une vingtaine de minutes dans les supercharges, puis on a rechargé le véhicule presque au complet. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On charge presque à, je ne sais pas combien tu as atteint, Guillaume, mais moi, je chargeais à 900-950 km d'autonomie par heure. Donc, c'était franchement impressionnant là, dans les supercharges. Donc, les gens, soyez pas, c'est plus une excuse, en fait. C'est plus une excuse là-dessus. Ensuite, si je peux te challenger là-dessus, Guillaume, parce que mon père n'est pas du tout technologique. Puis la première fois qu'il l'a essayé, il ne se sentait pas confortable. Il disait, je me sens pas, j'ai peur un peu. Puis finalement, il l'a essayé, puis là, il a commencé, à ma surprise, à regarder des modèles 3. Donc, oui, c'est vrai, ça peut être très technologique, mais ça peut être quand même comme un téléphone intelligent que les gens se sont finalement adaptés. Mon père inclus, qui s'est adapté au téléphone intelligent. Donc, je pense que c'est ça. Puis pour être honnête, moi, je vois les différents commentaires. Là, le guide de l'auto, dernièrement, a analysé la modèle Y. Les gens sont donc négatifs. Et pourtant, à chaque personne que j'ai fait essayer cette voiture-là, ils veulent tous, sans exception, en acheter une. Donc, essayer une Tesla, c'est en vouloir une. Là. On voudrait donc que ça y aille pas bien. Hein? On voudrait donc que ça y aille pas bien. Si la fenêtre s'ouvre dans le lave-auto, là. Essayer une Tesla, c'est... Essayer une Tesla, c'est faites attention si vous assuriez là-dedans un jour, c'est fait. On n'a même pas parlé du système de son là, qui est absolument incroyable aussi. L'expérience est complète là, avec Tesla. C'est vrai. Excellent. Ben, écoutez, messieurs, Guillaume Dubé et Jean-Philippe Claude, merci beaucoup de votre présence au podcast aujourd'hui. Puis, il me reste plus rien qu'à aller faire une ride modèle Y pour être vendu puis m'en acheter une moi si je crée bien. Merci. Merci, Martin. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Roulez vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, très content de vous retrouver après la pause de vacances. J'espère que vous avez justement passé des belles vacances au Québec au volant de vos voitures électriques. Ma chronique d'aujourd'hui, ça va être vraiment une chronique spéciale parce que dans le passé, j'ai déjà traité de multiples sujets pour vraiment les voitures électriques de différents manufacturiers. J'ai aussi même fait des entrevues comme mon entrevue que j'ai faite avec la compagnie électrique Lyon au sujet d'autobus et de camions électriques. Donc ça, c'était des grands véhicules, des gros véhicules. Et puis, même juste avant les vacances, j'ai traité des motos électriques. Donc aujourd'hui, pour la chronique, j'ai décidé d'aller vraiment tout au bout du spectre du petit véhicule électrique, c'est-à-dire la trottinette électrique. Je m'y connaissais pas vraiment avant d'avoir cette idée-là. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire appel à un expert pour vraiment m'y initier.
Je tiens donc tout d'abord, avant de passer au sujet principal, à remercier Dave Soucy de l'entreprise Trotte Monsieur de m'avoir guidé pour pouvoir produire cette chronique. Dave opère une entreprise de vente et de réparation à son domicile de Mirabel, mais il y a aussi une boutique accessible en ligne au trottemonsieur.ca. Donc, si vous voulez y jeter un œil, après avoir complété l'écoute de Silence on roule, évidemment. Donc, Dave m'a offert la chance de faire l'essai pendant une semaine d'une trottinette extrêmement populaire dans le monde, qui est la Xiaomi M365 Pro. Donc, Xiaomi, vraiment prononcé à la chinoise avec un X au début. Ce modèle de trottinette-là, c'est parfait pour s'initier à ce moyen de transport. Parce que pour ceux qui le doutent, c'est vraiment un moyen de transport. C'est loin d'être un jouet pour enfants. Ce modèle de trottinette-là peut vous transporter jusqu'à une vitesse de pointe de 25 km/h grâce à un moteur de 250 watts et peut vous mener sur une distance de 25 à 30 km selon le terrain et votre poids. Il est muni d'un frein à disque à l'arrière, d'un feu rouge LED à l'arrière lorsqu'on freine et une lumière LED en avant pour les balades nocturnes. Pour la recharger, c'est simple. Si vous avez, par exemple, un ordinateur portable avec le fil de recharge, c'est exactement le même principe. Donc, c'est un fil de recharge que vous pouvez facilement transporter avec vous là, pour la brancher à destination, comme au travail ou chez vos amis, par exemple. Il y a même une application mobile disponible que vous pouvez connecter à votre trottinette via une connexion Bluetooth là, pour avoir différents aspects là, de l'état de la trottinette. Bon, maintenant pour ce qui est du public cible ou de ce que je vois comme utilisation normale ou logique pour des personnes qui voudraient utiliser une trottinette. Évidemment, il y a l'utilisation la plus fréquente qu'on peut imaginer pour une trottinette, c'est vraiment le déplacement en milieu urbain. Donc, on prend par exemple quelqu'un qui habite et travaille ou qui doit faire des déplacements quotidiens dans un rayon, mettons, de 10 km, ou même plus si la capacité de se recharger à destination, un peu comme nos voitures. Donc, on peut facilement envisager l'utilisation d'une trottinette à ce moment-là. Une trottinette qui, d'ailleurs, peut aussi être utilisée sur des pistes cyclables asphaltées. Celles qui ont aussi de la poussière de roche, ça va aussi. Les trottinettes vont être capables de rouler là-dessus. Ou même des sentiers en terre battue. Donc, s'il n'y a pas trop par exemple, vous avez un sentier dans le bois qui n'a pas trop de racines ou quoi que ce soit, là, vous pourrez aller dans ces sentiers-là avec une trottinette de ce type-là. Donc, imaginez vraiment tous les genres de déplacements que vous avez entre deux villes qui ont une piste cyclable ou un sentier qui les traverse. Vous pourriez faire des déplacements entre ces deux endroits-là. J'en ai d'ailleurs fait l'expérience dans mon essai dans la semaine que j'avais la trottinette. J'en ai profité pour aller travailler, qui est pas dans la même ville que ma maison. Donc, c'est environ 9 km. Donc, j'ai emprunté un sentier pédestre dans le bois et une piste cyclable pour me rendre à mon travail. D'ailleurs, il y a aussi une autre utilisation en ville que les gens en font, qui est extrêmement populaire d'ailleurs en Europe, c'est vraiment le tourisme. Donc les gens qui visitent une ville, par exemple, vont le faire au lieu de le faire à pied ou à bord d'un taxi ou d'un autobus, vont utiliser la trottinette vraiment pour se déplacer à chaque jour. Donc si vous avez un plan, par exemple, d'un voyage dans une ville de quelques jours, vous pourriez, par exemple, planifier de louer ou d'amener votre propre trottinette pour pouvoir faire le tourisme que vous auriez à faire. Ensuite, d'autres pour qui le marché des trottinettes électriques sont en pleine explosion, c'est les adolescents. À l'époque où moi j'étais ado, outre que le vélo qu'on utilisait, c'est le moyen de transport de prédilection, c'était vraiment le scooter pour les quelques chanceux d'entre nous qui avaient la chance d'en posséder un. De nos jours, la trottinette électrique offre une option beaucoup plus accessible sans même nécessiter le permis de conduire, contrairement au cyclomoteur à mon époque, et qui est encore requis aujourd'hui, évidemment. En plus de représenter qu'une fraction du coût d'acquisition, l'ado n'a pas à avoir son budget d'essence pour payer son essence lors de ses déplacements. Donc Dave, justement,
m'expliquait qu'il y a un fils qui en possède une et pour laquelle il a même lui-même fait des améliorations, dont un pack de batteries supplémentaires qui lui permet de doubler l'autonomie de sa trottinette pour lui permettre d'aller voir ses amis qui habitent encore plus loin que ce que l'autonomie standard de sa trottinette lui permettait à l'époque. Le dernier segment pour lequel elles deviennent de plus en plus populaires actuellement, c'est si vous avez été dans des campings cet été, vous en aurez probablement déjà vu de plus en plus. C'est vraiment un moyen pratique de se déplacer dans un site comme un site de camping d'un endroit à l'autre. D'ailleurs, ça cause beaucoup moins de problèmes de stationnement que la classique voiturette de golf qu'on voit depuis des années dans les sites de camping. Donc évidemment, là, j'ai pas assez de temps dans ma chronique pour vous démontrer toutes les différentes facettes et tout l'univers diversifié que le monde des trottinettes électriques vous donne selon l'usage que vous voudriez en faire. Il y en a vraiment un éventail complet des trottinettes qui vont vous offrir une plus grande puissance, soit la plus grande autonomie, des plus grosses roues. J'en ai vu avec des plus gros pneus, avec des suspensions que vous pourriez même aller dans des sentiers plus accidentés. Donc, il y a vraiment un éventail très large là, de types de trottinettes que vous pourriez vouloir acquérir, là, dépendant de ce que vous voudriez en faire. Finalement, au-delà du moyen de transport qui est la trottinette, il y a vraiment aussi vraiment un côté fun à la conduire. Juste d'avoir à enfiler son casque de vélo, d'embarquer dessus, prendre les courbes. C'est vraiment surprenant le fun qu'on peut avoir sur un si petit véhicule. Donc, c'est ce qui conclut ma présente chronique. J'espère vraiment que ça vous a plu. D'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route! Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Info Expo avec Boisbriand, c'est samedi le 12 septembre 2020 de 9h à 16h. Kiosque d'information et voitures électriques en exposition. Échange avec les électromobilistes bénévoles de l'AVEC. C'est à l'Hôtel de Ville, 940 boulevard de la Grande Allée à Boisbriand. Webinaire kiosque virtuel avec mercredi le 16 septembre de 20h à 21h. Nos électromobilistes bénévoles répondent à vos questions. Vous devez vous inscrire en ligne, voir le calendrier de l'AVEC ou encore le site d'inscription de Roulons électriques. Conférence véhicule électrique, un survol électrisant. J'aurai la chance de donner cette conférence mercredi le 23 septembre 2020 de 19h à 21h. C'est offert par la Ville de Repentigny. L'inscription doit se faire via la Ville de Repentigny en ligne. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Michel Brière, Guillaume Dubé, Jean-Philippe Claude, Philippe Corbeil et Stéphane Levert. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion d'émissions est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez www.aveq.ca. Vous pouvez nous écrire également via notre forum à forum.silenceonroule.com ou encore sur Facebook à la page Silence on roule le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives au pluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.